Bonjour toutes et tous, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de voir une grande participation comme ça au webinaire de ce midi qui est organisé par le Regroupement des géographes du Québec. Je pense qu'il y a un appétit particulier peut-être pour la thématique des cours d'eau, des milieux hydriques, des milieux humides. Euh, je me présente, mon nom c'est Étienne Guerrier-Pigeroir, je suis président du RGQ depuis un peu moins d'un mois. Je commence un mandat. Puis avant de commencer le webinaire, je voulais souligner que ça va être enregistré ce midi pour être rendu public sur la chaîne YouTube du RGQ. Si vous ne voulez pas qu'on voit vos visages, vous pouvez toujours fermer vos caméras d'ici à la fin. Puis au RGQ, on essaie par nos webinaires de stimuler les réflexions et les discussions à la fois sur la recherche en géographie au Québec, mais aussi sur son enseignement à tous les niveaux et sur sa pratique dans les milieux professionnels. Je veux tout de suite vous confier quelque chose. Je crois que la personne que vous allez entendre aujourd'hui représente bien ce genre de géographe très complète qui incarne bien cette vision-là de la géographie, autant en recherche assez approfondie, en pratique professionnelle et aussi en enseignement. C'est une personne qui a des réflexions toujours riches, toujours approfondies, qui a un talent de vulgarisation impressionnant et surtout, c'est quelqu'un qui réussit à fédérer l'ensemble des personnes qui gravitent autour de son milieu de pratique. Votre participation ce midi est probablement pas étrangère à cette capacité qu'elle a de rassembler les gens autour d'elle, puis autour des thématiques qui lui tiennent à cœur. Donc, je la présente tout de suite. Stéphanie Morin est géographe et hydrogéomorphologue, est directrice générale de l'Association des gestionnaires régionaux de cours d'eau du Québec, chargée de cours à l'UQAM et plus récemment fondatrice de la firme Continuum AGM. Il va nous partager ce midi sa vision de la gestion des cours d'eau, qui est, vous le savez probablement, un domaine complexe, un domaine dynamique et qui traverse différentes échelles. Une vision puis un regard qui est certainement teinté là, de l'analyse géographique. Merci Stéphanie d'avoir accepté de venir discuter avec nous ce midi. Après ta présentation, on va aussi avoir un moment pour des questions et des échanges avec le public. Je vous dis à tout de suite et je te laisse la parole, Stéphanie. Merci. Ben, merci, Étienne, mon Dieu. Quelle présentation, là. On est sur l'heure du midi, là. J'essaie d'être quand même cosy, là, dans la réflexion que je vais vous présenter, là. Loin de moi l'idée de parler pendant une heure sans qu'il y ait d'interaction avec vous, là, qui sont dans la salle, là. Je pense que ça va être plus intéressant si on est capable d'échanger sur les réflexions. Euh, L'idée de la présentation, là, c'était un peu... c'était intéressant là, parce que ça fait plusieurs années là, que je suis dans le domaine. Là. Mettons, on pourrait dire une décennie, donc 10 ans à peu près dans le domaine. Euh, Puis plus sérieusement, là, peut-être un 8 ans. Je pense que j'ai essayé de rassembler l'ensemble des réflexions puis des apprentissages en tant que géographe puis des questionnements en fait que j'ai. Fait que c'est un peu, ça sera pas chronologique, ça sera pas, c'est vraiment des éléments de réflexion à travers les expériences puis les projets que j'ai vécus, que je veux vous partager puis échanger avec vous si c'est possible. Je vois plusieurs personnes que je connais là, dans la salle. Il y en a plusieurs que j'ai eu soit comme étudiant, soit que j'ai comme collègue, que j'ai partagé des projets. Fait que je pense que la présentation, c'est un ramassis des différentes idées là, qui ont été présentées à travers les années. Donc, ben, peut-être juste comme introduction, là, qui est comme le rôle du géographe, là, parce que c'est ça, je pense que l'intention avec le RGQ, là, c'est un peu de situer le rôle du géographe, là, donc un peu de où on vient, puis dans la gestion des cours d'eau, c'est quoi le rôle des géographes, puis c'est quoi la plus-value d'avoir un géographe dans ce domaine-là. Fait que j'essaie de le situer dans les réflexions plutôt que dans les échelles spatio-temporelles, là. Fait que je crois que les géographes ont une plus-value dans le diagnostic, là, pour essayer de voir en fait les dynamiques qui sont non soutenables dans la façon qu'on gère nos rivières à l'heure actuelle. Puis ça, c'est vraiment basé sur comme une vision qui est
transdisciplinaire, là. Souvent, nous, les géographes, on a cette capacité-là de parler des langages différents avec différentes personnes parce qu'on a à s'approprier des domaines tellement différents là, qui vont autant de la géographie humaine, de la géologie, de l'aménagement du territoire, des changements climatiques. Tu sais, notre formation est assez variée qu'on finit par être, je me rappelle plus c'est quoi le terme, là, mais tu sais, quand on parle plusieurs langues, là. J'ai l'impression que c'est ce langage-là qu'on développe dans le bac, dans la maîtrise, puis après ça, dans nos expériences. Puis c'est pas tant d'avoir une expertise tu sais, vraiment pointue, mais plutôt une capacité à mettre en lien les enjeux territoriaux pour après ça mettre en lumière justement les dynamiques qui sont non soutenables, mais aussi celles qui sont soutenables, là, en fait, vers celles qu'on veut. Mais cette mise en lien-là des enjeux territoriaux, je pense qu'elle est essentielle pour mieux comprendre après ça comment tout le système fonctionne. Puis, ben, ce système-là, il est assez complexe, hein. La gestion des cours d'eau, là, on va le voir un petit peu plus tard, là, c'est pas juste de l'eau qui coule dans les rivières. C'est des gens, c'est des substrats, c'est des pentes, c'est des topographies, c'est des contextes, c'est des visions différentes. Donc, je pense qu'une des forces aussi d'être géographe, c'est que, en fait, on cherche cette complexité-là. On cherche même à l'embrasser au lieu de la fuir. Parce que c'est vrai que la complexité, ça peut faire peur, tu sais, d'essayer de mettre ensemble un système puis voir comment il fonctionne pour après ça mieux comprendre les liens dans le système, pour après ça déterminer ce qui est soutenable ou non. Ben, cette complexité-là, là, il y a bien des gens qui aimeraient mieux que ça soit plus simple. Parce que la gestion de la façon qu'elle est faite, là, administrative, politique ou sociale, c'est beaucoup plus simple des fois d'avoir un seul concept, une seule chose à faire pour après ça savoir la suite. Mais dans la gestion des cours d'eau, puis je pense que la gestion territoriale également, cette complexité-là, si on l'embrasse, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Puis quand on comprend mieux ce qui se passe, puis toutes les dynamiques des composantes entre elles, dans le fond, ça nous permet de proposer des solutions plus intégrées. Et c'est là que le géographe, je pense que c'est la plus-value. On n'a peut-être pas une expertise pour calculer la puissance spécifique, genre ou bien faire une étude hydraulique hyper pointue, mais on va avoir une plus-value d'en mettre en lien plusieurs domaines d'expertise, puis de proposer des solutions qui intègrent la complexité qui est basée sur les enjeux et après ça, le diagnostic. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est comme peut-être méconnu ou que vous savez même pas que vous êtes capable de faire. Dans mes cours, là, je présente à mes étudiants là, souvent tu sais, la boîte à outils de l'analyse de bassin versant. Fait qu'on part, on parle d'hydrologie, d'hydrogéomorphologie. Après ça, on parle de qualité de l'eau, de notions qui sont à l'échelle du bassin versant, de différents enjeux de gouvernance, de loi. Puis après ça, je les mets sur des projets de session. Puis là, au départ, ils se disent, ben, je suis incapable de faire ça, c'est bien trop complexe. Mais quand, après ça, on vient qu'à mettre la boîte à outils à l'épreuve, ils viennent qu'à comprendre que les solutions sont intégrées puis qu'ils l'ont en dedans d'eux. Parce ils ont appris à faire, à mettre en lien, en fait, toutes ces notions-là, ces compétences-là qu'ils ont, qu'ils ne savaient même pas que, dans le fond, on pouvait les mettre ensemble. Fait que souvent, c'est super intéressant de les voir aller parce que là, tout d'un coup, ils sont comme, ah, c'est aussi simple, c'est ça la vie. Mais ils se rendent compte que sur le terrain, quand ils sont confrontés justement à des professionnels de d'autres champs d'expertise, cette capacité-là, elle n'est pas innée dans les autres champs d'expertise. Fait que là, je fais un beau plaidoyer. Étienne va être content. Un beau plaidoyer pour la géographie. Mais je pense que c'est ça. Donc, c'est une capacité que je pense que les géographes ont de proposer ces solutions intégrées-là. Puis le défi qu'on a, je pense, qui est comme qui est comme la suite, et j'ai pas de réponse à ça pour le moment, là, mais ce à quoi on est confronté souvent dans le domaine, c'est de trouver la bonne échelle. Puis là, c'est un peu ça, toute la présentation, là, j'essaie de voir les échelles autant de façon horizontale que verticale, sociale que territoriale,
Puis c'est vraiment, moi, je le vois comme la présentation va être comme un accordéon. Mais bref, trouver la bonne échelle pour après ça proposer des solutions intégrées qui adressent toute la complexité. Je pense que c'est ça qui est encore en recherche puis en développement à même notre pratique parce qu'il y a tellement d'échelles. Donc, euh, donc voilà, c'est mon petite introduction de la complexité, là, mais de la complexité, de la belle complexité là, d'être géographe dans le domaine des cours d'eau, mais je suis pas mal sûre que ça s'applique à tout ce qui est gestion territoriale. Euh, pour la petite histoire, là, savoir un peu d'où qu'on vient, ça nous permet, tu sais, au Québec, là, de comprendre pourquoi que c'est comme ça maintenant. Tu sais, pourquoi qu'on a des situations qui, on dirait, qui n'ont pas d'allure à l'heure actuelle. Mais en fait, faut reculer en arrière puis un peu s'interroger sur c'était quoi les croyances à l'époque, les valeurs, les missions des différentes organisations. Qu'est-ce qui avait de la valeur, en fait, dans le temps? Quand on regarde les cours d'eau, puis là, j'ai pas reculé des décennies, là. J'ai reculé en 1950 parce que je pourrais reculer encore plus loin, mais je pense que l'échelle d'intervention, l'échelle temporelle est plus intéressante de regarder qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 50. Puis en fait, c'est que dans les années 50, la gestion des cours d'eau était ben, en partie administrée par les municipalités. Puis surtout, les travaux étaient exécutés et financés par le ministère de la colonisation, mais de l'agriculture, là, l'ancien MAPAC, pour en fait atteindre des objectifs d'amélioration de rentabilité des terres agricoles, principalement. Si on regarde les terres agricoles, en milieu urbain, on avait un peu la même mentalité, là. Le succès était défini par la capacité d'une terre à être drainée puis à être rentable. Fait que, à ce moment-là, mettre des cours d'eau qui étaient droits, c'était la modernité. Et là, dans les connaissances qu'on avait, l'écoulement de l'eau était la fonction la plus importante du cours d'eau. Il fallait que l'eau sorte des champs. On a utilisé plusieurs techniques, là, la linéarisation, le détournement de cours d'eau. En milieu urbain, on a canalisé certains cours d'eau, on les a détournés. Tu sais, quand il y avait un projet justement de résidentiel ou autre, la première chose qu'on se disait qui était la bonne chose à faire, c'était de s'assurer que le cours d'eau coule et en fait, qu'il soit pas dans les jambes. Puis ça permettait autant en milieu agricole qu'en milieu urbain de atteindre l'objectif qui était surtout le développement, hein, le développement agricole ou le développement urbain. Dans cette échelle de temps-là, c'était ça le succès. Si on regarde un petit peu à partir de 1950, le développement de la science versus l'évolution des pratiques d'intervention, jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que ben, c'est pas pour rien que dans les années 50, on a commencé à faire ça. L'approche hydraulique, c'était la chose qui était la plus, qui était en fait celle qu'on utilisait, là. C'était les ingénieurs qui, dans un objectif de contrôle de l'écoulement, contrôle des cours d'eau, dans un rapport homme-nature où l'homme était central et la nature était à l'extérieur, c'était la chose à faire. Qu'on a, pour ce faire, on a utilisé des techniques, des pratiques d'intervention qui permettaient, dans le fond, aux municipalités et aux MAPAC de rencontrer les critères de succès qui étaient l'écoulement. Et pour ça, ben, l'approche hydraulique s'est développée abondamment. Fait que de 1950 jusqu'à peu près aux années 80, 90, là, les derniers travaux de cours d'eau financés par la MAPAC, c'était l'approche hydraulique qui primait. Ensuite, on s'est rendu compte, en fait, qu'avec le rapport Brundtland, puis la notion de développement durable au début des années 80, 90, là, 1987, le rapport Brundtland, quand le concept de développement durable, de durabilité, dans le fond, de concevoir des projets qui sont durables, donc à des échelles temporelles qui sont plus longues, parce que l'écoulement de l'eau, évidemment, si on considérait des échelles de temps plus courtes dans l'intervention, quand est arrivé le développement durable, puis le caractère collectif de l'eau aussi, avec la loi sur l'eau, qui est arrivé, qui a forgé les OBV, ben, ça l'a permis tranquillement de donner un autre
aspects, dans le fond, au cours d'eau. On a commencé à se dire, OK, nos interventions, il faut qu'ils soient comme plus durables, il faut qu'on prenne d'autres choses en considération. Il faut aussi comme commencer à intégrer les différentes parties prenantes qui sont, qui sont à proximité d'un cours d'eau ou qui pourraient toucher à un cours d'eau ou qui sont touchés par des cours d'eau. Donc, la notion de gouvernance de l'eau, c'est super court développé là, dans les années 2000 avec la loi sur l'eau. On a aussi intégré des concepts de sécurité publique, alors qu'avant, avec l'approche hydraulique puis la gestion qui a été faite MAPAC municipale, on était plus dans, pas nécessairement dans le bien collectif, mais un peu plus dans le bien privé. Là, tranquillement, avec les notions de gouvernance, de sécurité publique, les aspects phoniques qui sont arrivés avec les différentes lois, je pense à la loi sur les compétences municipales en 2006, puis la PPRL pays aussi, dans le fond, au niveau de ces deux lois-là, ont donné des responsabilités au MRC pour, dans le fond, venir s'assurer que le bien collectif était préservé en termes de sécurité publique, là. Au niveau de la faune aussi, c'est ça, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune est arrivée à peu près dans les mêmes années, là, 2006, là, où là, on a commencé aussi à se dire il y a le cours d'eau et autres. Là, la faune, ça va plus large que juste les cours d'eau, mais au niveau des cours d'eau, il y a quand même tout l'habitat du poisson qui est arrivé, la protection du castor. Bref, on est venu légiférer d'autres objets du cours d'eau qui n'étaient pas juste l'écoulement, finalement. On a reconnu d'autres fonctions au cours d'eau. Puis après ça, ben, ces dernières années, là, ça l'a déboulé. Là, il est arrivé plusieurs autres façons de voir les cours d'eau avec toutes les notions de restauration, conservation, les services écosystémiques. Puis là, les MRC se sont vus octroyer non seulement des responsabilités d'écoulement de l'eau, de sécurité publique, mais également de conservation puis de restauration avec les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc là, les MRC qui devaient s'assurer que l'eau coule dans les cours d'eau et s'assurer que tout le monde est en sécurité doivent maintenant en plus considérer des services écosystémiques pour préserver encore à plus long terme plus qu'un aspect du cours d'eau avec les services écosystémiques. Ces dernières années, avec les inondations qu'on a connues aussi, il est arrivé, dans le fond, des nouvelles notions dans le corpus législatif, puis dans les différents programmes gouvernementaux pour intégrer des notions d'hydrogéomorphologie. L'hydrogéomorphologie, là, c'est vraiment la science qui étudie les formes et les processus en lien avec les cours d'eau pour mieux comprendre leur dynamique, leur dynamique d'équilibre, pour après ça, dans le fond, comme qu'on disait tantôt, essayer de tout mettre ça en lien pour s'assurer de préserver ces dynamiques-là dans le temps. Fait que les premières notions d'hydrogéomorphologie, ils ont atterri en 2020. C'est super récent, là. Tu sais, la première fois que l'espace de liberté est sorti dans un programme gouvernemental, c'était en 2020 avec le plan de protection face aux inondations. Avant ça, on avait des notions simili-ish, là, mais là, la zone de mobilité, les avis de mobilité, tu sais, la cartographie des zones inondables aussi avec d'autres notions que juste l'aspect hydraulique. Bref, on est vraiment venu camper cette science-là qui voit à plus long terme. Je vous raconte l'histoire des cours d'eau parce que c'est quand même c'est quand même important parce que si vous voyez l'échelle de temps, là, il y a eu beaucoup d'innovations dans les derniers 8-9 ans, là. Moi, j'ai commencé en 2017, dans le fond, vraiment à travailler. Puis, quand j'ai commencé à travailler, on avait peu de données, tu sais, je veux dire, l'écoulement de l'eau, c'était perçu, l'hydrogéomorphologie, c'était plutôt comme quelque chose de rare, un domaine d'expertise que personne connaissait. Fait que quand tout ça a commencé à arriver, dans le fond, dans les différents programmes, ben, là, dans le fond, c'est commencé à être intéressant. Mais ce qui était étrange, c'est que, dans le fond, quand on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la science, c'est que l'hydrogéomorphologie, elle existe depuis bien plus longtemps, tu sais. C'est un peu l'intention de cette slide-là, là, c'est de vous montrer que souvent la science est vraiment en avant, mais l'intégration des concepts scientifiques dans les politiques, dans les lois, dans les pratiques d'intervention, c'est tout le temps en décalage. Ce qui fait qu'on a tout le temps l'impression que la société est un peu
retardé dans son intégration, mais c'est ça qui est intéressant de voir pourquoi, en fait. Pourquoi cette dynamique-là, elle est pas comme synchronisée avec les apprentissages au niveau de la science. Il y a plusieurs choses qui, quand on regarde un cours d'eau, là, tu sais, puis là, je vais vous rappeler tout le temps ce graphique-là, là, quand je vous mets certains concepts. En- on parlait de développement durable là, à partir des années 80. En 2006, là, dans le fond, le genre de pyramide qui intègre un peu les différentes composantes des cours d'eau là, est arrivé dans un article de Pétial qui était super intéressant, qui permettait d'aborder le cours d'eau dans l'ensemble de sa complexité, autant au niveau hydrologique, hydraulique, géomorphologique, après ça, les aspects physico-chimiques, puis au niveau de l'habitat, la biologie, puis tout ça ces notions-là, cette pyramide-là qui est, dans le fond, plusieurs échelles de disciplines, mais qui en même temps euh, qui est particulière à différentes disciplines. Tu sais, dans le fond, l'hydrologie, l'hydraulique, c'est souvent les ingénieurs qui ont à gérer ça. La géomorphologie, bon, on peut peut-être plus dire les géomorphologues. Puis après, tout l'aspect biologique, c'est comme plus les biologistes. Mais quand on doit regarder un cours d'eau dans son ensemble puis essayer de le comprendre, ben c'est l'ensemble de la pyramide qui doit être comprise pour après ça vraiment comprendre sa dynamique. Donc, quand on regarde cette pyramide-là avec ce que je vous ai parlé tantôt, ben on comprend que quand on l'applique à un territoire, essayer de tout mettre ça en lien sans que ça soit en silo, c'est quand même un beau défi à ne pas fuir. Un autre défi à ne pas fuir, c'est aussi que, dans le fond, autant au niveau de la science, on est rendu à essayer de comprendre le niveau de complexité de toute la pyramide, qu'au niveau de la pratique, en fait, on sait même pas vraiment, c'est pas vraiment défini encore c'est quoi un cours d'eau. C'est au niveau de la pratique dans la loi. Au niveau des lois québécoises, le cours d'eau est il y a pas, on s'entend pas. Il n'y a pas consensus sur une définition de cours d'eau. Donc, vous comprenez que la science est vraiment rendue loin dans sa compréhension des dynamiques de cours d'eau, tandis que sur le terrain, les gens se chicanent encore sur ce qui devrait être un cours d'eau ou non. Je présente la loi sur les compétences municipales qui définit ce que n'est pas un cours d'eau. Donc, par exemption, tout est un cours d'eau sauf ce qui l'est pas. Et là, vous voyez ce qui n'est pas un cours d'eau à l'écran. Dans la loi sur la qualité de l'environnement, on a une définition qui est arrivée très tardivement, là, dans les dernières années, qui est très intégratrice, mais qui, dans le fond, manque peut-être un petit peu de finesse. Et ça l'amène beaucoup de discussions au sein des gestionnaires de cours d'eau, des MRC, mais aussi au niveau du ministère de l'Environnement, des différents consultants. C'est une éternelle bataille puis on essaye de se parler, mais il y a vraiment des genres de silos, puis les démarches communes pour mieux identifier un cours d'eau se font rares. À l'Association des gestionnaires de cours d'eau, on tente actuellement justement d'avoir un consensus, de créer un consensus, de structurer la méthode pour identifier un cours d'eau sur le terrain, en collaboration avec différentes MRC, différents champs d'expertise et le ministère de l'Environnement pour que, enfin, qu'on aille la base, tu sais. Qu'est-ce qu'un cours d'eau? Mais ça, tu sais, c'est assez particulier quand on travaille à des échelles pointues, comme essayer de comprendre le déplacement de, je sais pas moi, de sédiments. Quand on revient au cours d'eau, pour après ça faire de l'application ou mieux prévoir un territoire, c'est assez particulier. Mais c'est un grand chantier actuellement au niveau du Québec, de définir ce qui est un cours d'eau. Fait que on a déjà des choses au niveau des autres composantes sur les cours d'eau, mais d'abord, il faudrait clarifier la notion de cours d'eau. Bref, tout ça nous amène à vraiment, moi, ça me fait questionner tous les jours, là, tu sais, on a différentes façons de voir les cours d'eau dépendant de nos domaines d'expertise. Comme je vous disais, la pyramide, tantôt, les biologistes vont voir l'habitat, la loi sur les pêches va voir aussi l'habitat du poisson, les géomorphologues vont voir les processus de transport hydrosédimentaire, les ingénieurs vont voir les risques, vont voir comment l'eau circule à travers des substrats différents. Et tu sais, c'est riche en fait qu'on ait cette complexité-là, puis toutes ces visions différentes-là de cours d'eau. Fait que dans les questionnements que je me pose souvent, c'est est-ce que
c'est une bonne chose, en fait, qu'on ait justement ces divergences-là en lien avec nos pratiques, ou bien euh, ça serait plus soutenable d'avoir une pratique qui soit unifiée ou quelque chose qui soit, tu sais, transcendant la vision des cours d'eau pour, dans le fond, embrasser la complexité. J'ai pas la réponse, c'est des questions que je me pose, mais tu sais, comme géographe, souvent, on essaye de mettre en lien tout ça, mais on est des géographes, tu sais, je pourrais pas faire une étude hydraulique, là, puis calculer des débits autant de façon précise qu'un ingénieur, tu sais. Fait que nécessairement, je vais avoir besoin de l'ingénieur, je vais avoir besoin du biologiste qui identifie tout ce qui se passe en termes d'habitat autour du cours d'eau. Tu sais, fait que là, c'est vraiment intéressant de trouver la façon qu'on peut travailler ensemble pour mieux gérer les cours d'eau avec nos visions qui sont pas toujours les mêmes. Il y a un merci, Étienne, pour cette figure-là, dans le fond, qui provient d'un des articles que tu as produit, je crois, avec Thomas. Thomas l'avait présenté Thomas Buffin-Bélanger l'avait présenté là, dans le fond dans une conférence sur la restauration. Puis ça m'inspire beaucoup cette figure-là, dans le fond, qui montre un petit peu la complexité également. L'intention de la figure était vraiment de faire comprendre la complexité au niveau des objectifs de restauration, là, comment qu'on peut identifier des objectifs de restauration, mais je trouve qu'elle est vraiment pertinente pour adresser l'ensemble de la complexité de la gestion des cours d'eau. Parce qu'on a différents domaines qui travaillent et où sont impactés pour faire, dans le fond, de la gestion de cours d'eau. Puis quand on commence à réfléchir justement à ces différentes composantes-là, bien, ça vient à nous faire poser des questions sur où est-ce qu'on s'en va. Tu sais. Comment, est-ce que, dans le fond, quand on est dans la pyramide, là, que je vous parle depuis tantôt, est-ce qu'on est capable de, est-ce qu'on est capable d'identifier où est-ce qu'on s'en va seul ou il faut le faire en équipe ou quand on est à l'échelle d'un territoire en termes de gestion, c'est assez complexe d'essayer de dépatouiller dans tout ça. Donc, cette figure-là, dans le fond, permet de déterminer qu'est-ce qui influence un peu vers où on s'en va. Donc, des objectifs liés à la restauration, ou on pourrait dire la gestion, qui dépend autant de l'expertise des organismes que du financement disponible, que des souhaits de la communauté pour un cours d'eau ou un territoire, que après ça, dans le fond, est influencé aussi par rapport au fonctionnement potentiel du cours d'eau qui est lié à toute sa trajectoire historique, là. Comment il fonctionne depuis des années, on est dans quel secteur, on est dans quel contexte. Quand on met tout ça ensemble pour essayer de savoir où on va, ça amène beaucoup de défis justement d'intégration. Comment on intègre l'ensemble de ces composantes-là pour amener le cours d'eau à aller quelque part, puis dans quel paradigme aussi. Je vais vous parler d'une expérience. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue là, dans le cadre des dernières années qui m'a amené beaucoup, beaucoup de réflexions, là, justement, qui va vous permettre de peut-être mieux comprendre les défis d'intégration que je vous parle. J'ai travaillé à la MRC d'Argenteuil comme gestionnaire de cours d'eau là, pendant 8 ans. Puis, un des mandats que j'ai eu à accomplir, c'était de faire le plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC d'Argenteuil. Il fallait donc élaborer un plan qui permettait d'identifier des milieux humides et hydriques sur le territoire de la MRC à des fins de conservation ou de restauration. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, les PRMHH? Y en a-tu dans la salle qui en ont déjà fait, mettons, à main levée, là, parce que là, je vois pas les mains levées, par contre. Il y a personne qui connaît ça. OK, fait que ça vaut la peine que j'explique. OK, je vais l'expliquer. C'est bon. Y a-tu des mains levées, tiens, puis je les vois pas? Il y a quelques pouces en l'air qui se lèvent, là. Ah, OK, c'est bon. Ah, c'est ça. Je voyais pas, ça m'envoyait pas de pouce. OK, c'est bon. Ben, dans le fond, ces plans-là, ça vient, dans le fond, de la loi sur la conservation, j'allais dire la loi sur la conservation, mais temps tout à l'heure. La loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, qui est arrivée en 2017, où le législateur a vu bon, quand il a vu qu'il perdait beaucoup de milieux humides, surtout, que ça serait intéressant, en fait, que la MRC commence à protéger ces milieux-là, puis même les identifier à des fins de restauration.
Donc là, chaque MRC du Québec a reçu un financement pour faire ces fameux plans-là et ils avaient 4 ans pour les faire. On est parti de MRC, comme je vous disais tantôt, qui avaient des connaissances sur leur territoire, qui avaient des responsabilités de gestion d'écoulement de l'eau et qui devaient maintenant passer d'un régime de développement durable à un régime de restauration-conservation. Là, on fait pas on fait ce plan-là, pas dans l'optique de l'écoulement de l'eau, mais à des fins de restauration-conservation. Donc, la plupart des MRC du Québec ont dû se construire de la donnée, ont dû se construire des connaissances et même des compétences. La gestion des cours d'eau, tu sais, c'est principalement de faire l'identification de cours d'eau, qui est, comme je vous ai déjà dit, assez complexe déjà. C'est aussi faire, dans le fond, des interventions assez ponctuelles, des travaux d'entretien de cours d'eau. On continue à entretenir le réseau que le MAPAC nous a légué. Donc, la plupart des cours d'eau agricoles qui sont mis droit, ben, la MRC avait le devoir de continuer à les entretenir pour assurer la sécurité publique. Donc, c'était beaucoup l'écoulement. Puis là, ben, quand ça s'est arrivé, les plans régionaux, ben, les MRC, oui, ils connaissaient leurs cours d'eau, mais ils ne connaissaient pas les cours d'eau avec ce vocabulaire-là, ni même, dans le fond, ces façons de voir le cours d'eau-là. Il a fallu construire, puis là, ben, je parle juste des cours d'eau, mais les milieux humides, c'était toute une péripétie aussi, là. Parce que les milieux humides, ben, c'est ça, ils n'étaient pas perçus nécessairement comme un avantage territorial, mais plus comme une contrainte. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les situe dans les schémas d'aménagement, comme des contraintes. C'est le chapitre sur les contraintes naturelles. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça particulier d'appeler les cours d'eau les contraintes. Bref. Donc, les cours d'eau, il fallait donc trouver une façon de les rendre intéressants parce qu'il fallait les conserver puis les restaurer. Fait qu'il fallait développer ce qu'on appelait de la valeur écologique, développer des méthodologies qui permettaient de quantifier leur valeur écologique puis leur valeur, dans le fond, économique au final là, aussi parce que qu'est-ce qu'on garde sur un territoire puis qu'est-ce qu'on laisse au ministère de l'Environnement à des fins d'autorisation ministérielle. C'est un peu la grosse décision territoriale que la MRC devait prendre. Puis dans Argenteuil, je vous dirais qu'on était quand même assez bien positionnés puisqu'on avait des élus qui étaient déjà en faveur de l'environnement. On avait déjà un plan de conservation des corridors écologiques. Tu sais, on avait déjà un vocabulaire avancé de conservation, fait que ça a permis quand même de faciliter, c'était pas évident, là, mais faciliter les choix décisionnels de conservation, restauration des cours d'eau. Mais le plus gros défi, ça a été de construire des méthodologies pour identifier les valeurs écologiques des cours d'eau, puis même quantifier leur état, parce que ça n'existait pas là, dans Argenteuil, l'état des cours d'eau, là. Puis la plupart des MRC, au final, ce qu'ils ont comptabilisé, c'est la qualité de l'eau, fait que les 10, 15 stations des OBV qu'ils avaient mis en place avec le réseau rivière, ou bien, des fois, les bandes riveraines par des analyses géomatiques. Fait on s'entend que les connaissances sur nos cours d'eau, sur s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, il n'y en avait pas beaucoup. Puis même à la suite de ces plans-là, je serais curieuse d'avoir un overview du Québec, qu'est-ce qui est ressorti comme nouvelle connaissance. Bref, construire cette méthodologie-là, ça a été super intéressant. C'était vraiment à la limite entre la science, la recherche, puis un peu tout ce qui est l'aspect social, parce qu'il fallait non seulement vendre une méthodologie scientifique, mais aussi vendre tout court. Fait qu'il fallait trouver une façon de rendre ça socialement intéressant. Vendre les cours d'eau pour les préserver. Il fallait développer un genre de langage de vente, de marketing de la nature et des fonctions écologiques. Et ça, c'est tout un skill que tu n'apprends pas à l'école. Comment tu vends une idée, une méthodologie scientifique pour venir prendre des décisions après ça, que les élus prennent des décisions basées sur ce que tu vas leur recommander. Ça a été tout qu'un apprentissage, fait il y a eu une grosse revue littérature, une grosse démarche de concertation. On s'est mis plusieurs organismes ensemble, les OBV avec nous, pour essayer
construire la méthodologie, les différentes connaissances qu'on avait. Puis on est venu quand même réussir à segmenter le réseau hydrographique d'Argenteuil presque tout au complet pour après ça déterminer qu'est-ce qui avait de la valeur sur le territoire en termes hydrographiques. Ça l'a permis de mettre en lien plusieurs enjeux aussi, par exemple, je pense aux zones inondables et tout ça, mais ça l'a vraiment campé, la méthodologie est vraiment venue camper les concepts en termes de conservation et restauration. Qu'est-ce qu'on voulait sur notre territoire, puis qu'est-ce qu'on voulait aussi restaurer, parce qu'on a eu de la perte historique, tu sais. On parle beaucoup de la perte des milieux humides, mais au niveau des cours d'eau, avec ce que je vous parlais tantôt, toutes les interventions en milieu agricole puis en milieu urbain, on a eu aussi beaucoup de pertes au niveau des cours d'eau, puis je pense qu'on le sous-estime. On le sous-estimait. On ne savait pas trop combien de cours d'eau on avait perdu, combien de kilomètres on avait perdu. Fait que ces plans-là ont permis d'avoir une meilleure compréhension de nos territoires, puis après ça, se donner une vision, tu sais. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? Qu'est-ce qu'on veut de nos cours d'eau pour la suite? On est au balbutiement, là, c'est un changement de paradigme totalement, là, de voir les cours d'eau comme ayant de la valeur pour autre chose que leur drainage. Fait que les prochaines étapes dans les MRC, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont arriver à faire avec ces plans-là, qui vont atteindre les objectifs gouvernementaux de maintenir ou augmenter en fait les quantités de milieux humides et hydriques dans le temps. Ça va être ça le défi à quantifier. Quand on, quand on établit des plans comme ça ou on a des projets comme ça, c'est souvent intéressant de faire la démarche pour l'état actuel qui permet de quantifier un peu le fonctionnement, la fonctionnalité de nos réseaux hydrographiques ou de nos territoires dans le présent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur aussi. Tu sais, quand on fait de la planification, les MRC, leur responsabilité souvent, c'est de planifier le territoire. On nous demande souvent de faire des plans basés sur l'actuel, mais aussi de prévoir le futur. Mais de prévoir le futur des cours d'eau, attachez-vous, là, on n'avait même pas l'état actuel. Donc, faire une bonne planification territoriale du futur en termes de conservation, restauration, c'est quand même un défi euh, qui est encore là, dans lequel on n'a pas nécessairement tous les outils pour y arriver, mais qui est hautement stimulant, je pense. Puis c'est là que les alliances potentielles avec la science, les universités, les différents organismes pour voir un peu comment on se dépatouille pour le futur, c'est là que c'est intéressant peut-être de développer ça. Je vais vous parler d'un cas, un autre cas. Je vous l'avais dit, là, je vais d'une place à l'autre, mais il y a tout un lien avec vers où on s'en va quelque part, là, avec cette présentation-là. Euh, je vous dis que j'étais arrivée en 2017 à la MRC d'Argenteuil, puis j'ai commencé comme hydrogéomorphologue en 2017, mais ça a concouru avec des inondations historiques que vous avez sûrement tous entendu parler, 2017, 2019. Bref, moi, c'est là que je suis arrivée, puis j'ai commencé ma carrière. Puis, dans le fond, tu sais, c'était vraiment des enjeux importants, là, les inondations de 2017, 2019, tu sais, ça a engendré des changements là, au niveau de la législation. Mais pas juste au niveau de la législation, vraiment emmené une perception différente des cours d'eau également. Je vous avais parlé de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques qui était arrivée à peu près en même temps que ces inondations-là. Fait qu'au niveau de la gestion des cours d'eau puis territorial, on a plusieurs événements en même temps qui nous ont demandé de s'ajuster, s'adapter, puis voir autrement les rivières pour après ça développer des projets qui nous permettraient d'être plus résilients. Fait que là, je parlais de fonctionnement futur, mais ça, c'est un des projets sur lesquels j'ai travaillé qui a amené beaucoup, beaucoup de réflexions. On est à Saint-André d'Argenteuil, fait qu'on est à l'embouchure de la rivière des Outaouais, là, pour les géographes que nous sommes, à l'embouchure de la rivière des Outaouais dans le lac des Deux-Montagnes avec l'embouchure de la rivière du Nord. C'est un contexte assez particulier de deux grands.
puis il y a la rivière Rouge qui est pas loin là, aussi, là, qui a son embouchure. Là. On a, on a deux grandes rivières qui se rencontrent, puis qui, après ça, il y a le barrage de Carillon qui est là aussi. Il y a le lac des Deux-Montagnes, puis après ça, on s'en va vers Montréal. C'est un contexte assez particulier entre le semi-habité puis le urbain qui s'en vient pas longtemps après en aval. Euh, dans le fond, Saint-André d'Argenteuil, c'est une petite municipalité là, rurale sur notre territoire qui n'a pas beaucoup d'habitants, mais qui est située à l'embouchure de deux grandes rivières. C'était pas nouveau en 2017 qu'elle se fasse inonder, là. C'est des inondations qui arrivaient souvent sur le territoire, mais ça faisait un petit bout là, que c'était pas arrivé, mettons, avant 2017. Les gens avaient eu le temps de transformer leur chalet en résidence permanente, puis de mieux d'habiter le territoire de façon de façon plus permanente. Il y a eu, en 2017-2019, là, plusieurs. Ça a été vraiment intense pour la plupart des gens, là. C'était des inondations historiques, 350 ans. Il n'y avait jamais vu ça, même s'il avait déjà vu ça. C'était assez important, assez imposant, de sorte que le maire en place, qui était là, a décidé, d'en fait, de lancer un grand projet parce que là, dans le fond, cette fois-ci, c'était vraiment plus important que les autres inondations. Puis l'idée, c'était un peu de voir comment on pourrait adapter le territoire de façon plus résiliente puis cohérente avec la situation des rivières à cet endroit-là. Fait que vous avez un petit peu la cartographie de l'endroit. Euh, on avait lancé un grand projet avec l'Université de Montréal, Pascal Biron aussi de l'Université de Concordia, en partenariat avec différents ministères, le MAMACH, le MSP, le ministère de l'Environnement. Puis l'idée, c'était de voir comment qu'on pourrait adapter le territoire aux inondations pour laisser plus de place à la rivière, en même temps de rendre cohérent la planification du territoire en termes d'urbanisme, là, essayer de renforcer le noyau villageois, favoriser dans le fond une concentration, une densification du noyau urbain, des services. Tu sais, le projet a vraiment été intégrateur de l'ensemble des enjeux que la municipalité vivait. Puis il a été fait avec des universités, en collaboration avec plusieurs ministères, en collaboration avec plusieurs organismes aussi sur le territoire, les OBV, la MRC, la municipalité. Tout le monde s'est mis ensemble, là. Projet parfait, là. C'était vraiment incroyable. Mais savez-vous quoi, on n'y est pas arrivé. Parce que, puis là, c'est ça qui est intéressant de voir pourquoi ce projet-là, qui semblait parfait idéologiquement, n'a pas, n'a pas vu le jour. Tu sais, les inondations sont arrivées en 2017. On a sorti les scénarios d'aménagement, je pense, en 2019-2020. Les inondations, l'urgence des inondations avait comme un peu commencé à descendre, passer. Les citoyens qui, au début, étaient en état de choc, après ça, commençaient à se dire, ah, c'était pas si pire finalement. Puis, il y a comme eu vraiment un relâchement, puis le projet, il y a eu un revirement politique et il y a pas eu lieu. Et là, tu sais, ça a vraiment amené, ça a vraiment amené comme une forme de découragement au sein des administrations des différents organismes et ministères qui avaient mis du temps là-dedans, puis même au niveau de l'université, des étudiants qui avaient mis du temps là-dedans à revoir le territoire, à essayer de mettre en pratique des concepts théoriques qu'on essaye de rendre applicables à des situations réelles. Bref, ça l'a amené beaucoup de questionnements parce que c'était comme vraiment une tempête parfaite, mais qui n'a pas mené à la solution qui est à l'écran. Quand j'y repense, je me suis dit que c'est allé trop vite. On a amené des concepts vraiment difficiles. Tu sais, on relocalisait toute la portion qui est en vert, là, en renaturalisation. On proposait de relocaliser beaucoup de gens pour permettre l'espace de liberté des rivières, tu sais, qui est un concept théorique vraiment intéressant, mais qui est quand même, tu sais, ça frappe, là, c'est un état de choc là, de laisser la rivière à l'abandon. Il y a des gens qui sentaient beaucoup l'abandon de leur propriété. Ça faisait des années qu'ils étaient là, voire c'était une session de famille qui était dans cet endroit-là.
Il y avait vraiment un grand sentiment d'appartenance, puis pas un sentiment d'urgence tant que ça. C'était trop radical peut-être pour ce que les gens avaient besoin. Peut-être pas assez d'acceptabilité sociale, même s'il y avait un comité citoyen riverain. Il y avait plusieurs choses comme ça qui n'ont pas nécessairement amené les résultats escomptés. Ce qui est intéressant, en fait, c'est un projet qui était beau sur papier, mais qui n'a pas fonctionné. Fait que là, dans le fond, ça permet après ça d'avoir des réflexions sur qu'est-ce qu'on fait dans d'autres projets comme ça, ou qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de projet-là pour la suite. Pour l'instant, ce projet-là est toujours sur la glace, puis il se transforme, les idées évoluent au fur et à mesure des politiques, des politiciens. Là, il y a une nouvelle élection, mais c'est le même maire qui est là. Puis c'est d'autres choses qui ressortent, là, la résilience plutôt que la délocalisation, l'adaptation plutôt que le retrait. Il y a un vocabulaire qui a été adapté pour comme tranquillement amener le secteur à évoluer pour être plus résilient. Là, j'avais dit que je vous parlais pas pendant 1 heure, là, mais comme on dirait que je suis partie pour ça, là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Il reste une douzaine de minutes jusqu'à 1 heure, Stéphanie, fait que Mon Dieu. OK, tu peux y aller parfait. un peu, puis tu peux continuer un peu, puis on prendra des questions vers les 5 dernières minutes peut-être. Parfait, parfait. Ce qui m'amène à vous amener, dans le fond, à me présenter un peu c'est un concept que Simon Massé, là, qui avait proposé l'espace de liberté dans notre territoire, avait amené là, un peu le concept des pouvoirs et intérêts des différents organismes et personnes autour de projets comme celui de Saint-André d'Argenteuil, dans lequel, quand on regarde un peu qui a du pouvoir et qui a de l'intérêt, on se rend compte que les citoyens, c'est probablement ceux qui ont moins de pouvoir, et pas nécessairement le plus d'intérêt envers des projets comme celui de Saint-André d'Argenteuil. Et pourtant, c'est ceux qui vivent le plus avec les rivières. Fait que c'est peut-être quelque chose qui est dans le constat d'échec là, de ce projet-là qui est à revisiter. Comment on peut donner plus de pouvoir aux riverains, aux citoyens, mais en les outillant, pas nécessairement pas de façon coercitive, pour qu'ils s'approprient un peu plus des concepts qui sont aussi complexes que l'espace de liberté. Donc, plus travailler avec ce qui nous lie, pas nécessairement ce qui nous oppose. C'est un peu l'apprentissage de Saint-André d'Argenteuil, puis qui se traduit dans d'autres projets là, sur lesquels on travaille à l'association. Par exemple, le guide de restauration des cours d'eau qui a été lancé en avril dernier, qui rassemble là, beaucoup d'experts. Là. Il y a une cinquantaine d'experts qui visaient à déterminer comment on fait autrement, comment on travaille les cours d'eau ou avec les cours d'eau de façon différente que qu'est-ce qu'on faisait. Fait que comment on amène dans le fond, les gestionnaires de cours d'eau, puis la pratique à passer d'une approche de hydraulique, développement durable, à une approche beaucoup plus centrée sur la restauration régénérative. Donc, il y a plusieurs experts qui venaient de différents champs de pratique, des praticiens, des universités, des MRC qui ont travaillé ensemble pour élaborer différentes fiches techniques, élaborer aussi du contenu un peu plus théorique pour faire comprendre comment on peut prendre en considération différentes composantes des rivières et sociales aussi pour élaborer des projets qui sont régénératifs. Donc, une panoplie de personnes ont participé, là, 55 experts là, et MRC, municipalités, qui se sont mis ensemble pour changer le paradigme, en fait. C'est peut-être ça qui est intéressant puis qui est un élément de succès, c'est pas nécessairement de travailler les projets de façon seule, mais de façon appliquée et intégrée. Sans oublier d'où on vient, là, je pense que c'est important de s'assurer de faire des changements de paradigme de façon progressive, transitoire, parce il y a toujours les approches hydrauliques, puis la cumul des connaissances qui viennent des années précédentes ou des paradigmes précédents qui sont encore là. Tu sais. On ne peut pas faire des changements de paradigme rapidement. C'est important de se laisser le temps de changer, puis de s'adapter.
Je vous parle d'un dernier projet, là, le projet d'espace de liberté de la Rivière-du-Nord, qui est un peu dans cette optique-là, qui est un apprentissage du projet d'espace de liberté de la Rivière des Outaouais, qui, dans le fond, prend le temps d'évaluer comment on peut faire de la conservation-restauration de milieux humides et hydriques dans l'espace de liberté, comment on adapte le cadre bâti, les infrastructures municipales, comment on adapte les pratiques agricoles, puis fait que c'est un projet qui va prendre le temps qu'il va prendre. On n'est pas pressé dans ce projet-là, puis on teste des choses, on regarde comment que les différentes parties prenantes évoluent, on essaye de voir comment la rivière aussi, qu'est-ce qui va être le mieux pour elle. Fait que c'est un beau projet sur lequel je travaille actuellement, où on a différents partenariats, là. Il y avait Aviso, puis, avec qui on travaille, Canard illimité, l'organisme de bassin versant, différents propriétaires aussi qui sont sur place, le ministère des Transports, le ministère Pêche et Océan, le ministère de l'Environnement. Puis là, on essaye de prendre le temps de bien évaluer qu'est-ce qu'on va faire avec ce milieu-là pour s'assurer d'intégrer le concept d'espace de liberté qui, on espère, n'est pas juste un concept théorique. Ce qui m'amène à terminer la présentation sur la notion de succès. Une, Souvent, on tente d'identifier on fait de la gestion territoriale souvent pour peut-être corriger des erreurs ou s'assurer qu'on est conforme à la loi ou à la législation. Et qu'on essaye tranquillement de comme asseoir des concepts, mais qui sont pas nécessairement en lien avec une vision qu'on a du territoire, mais plutôt pour se conformer à des orientations gouvernementales. Fait qu'on s'interroge pas sur qu'est-ce qu'on veut pour notre milieu. Tu sais, le souhait de la communauté dans le petit diagramme d'Étienne sur les défis d'intégration. Qu'est-ce qu'on veut pour notre milieu, puis qu'est-ce que notre milieu a de besoin. Peut-être que ça, si on commence à penser justement à cette notion de succès-là, là, qui est plus le drainage, qui est peut-être un peu plus au niveau de la restauration-conservation, quel, c'est où qu'on veut amener nos milieux, nos communautés. C'est peut-être commencer à penser à la trajectoire d'équilibre d'un milieu, penser autrement, pas juste à se conformer à la loi, au règlement, aux OGAT, mais plutôt à penser à où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que le milieu s'en va, qu'est-ce qu'on a besoin pour le futur aussi en termes de fonctions écologiques, d'écosystèmes, pour s'adapter au changement climatique. Fait que d'amener un petit peu la notion de penser à long terme, fait qu'il y a une autre échelle temporelle puis qui est spatiale aussi. Fait que c'est un peu de. J'ai l'impression que la gestion des cours d'eau au Québec, puis ailleurs aussi, là, se transforme tranquillement pour intégrer une nouvelle échelle temporelle qui est le futur et l'adaptation au changement climatique. Donc, voilà, c'était pas mal mon. Je sais pas si c'est un plaidoyer, une expérience. Fait que sur ça, je vous laisse poser des questions si vous en avez. Merci de votre attention. N'hésitez pas à suivre nos activités. Vous pouvez nous écrire ou visiter nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et notre site web. Le RGQ est heureux de partager avec vous, géographiquement vôtre, au plaisir.